journal sur Eden TV. Bonsoir à tous. Voici les titres du journal. Sous les feux de l'actualité, les obsèques d'Émile Derlin Zinsou, l'ancien président de la République du Dahomey, devenu Bénin. Cet événement qui touche à sa fin a été marqué par plusieurs activités. On en parle dans un instant. L'Italie compte ses morts, victimes du tremblement de terre qui l'a frappé dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Le dernier bilan est plutôt lourd et avoisine les 250 morts. Partira pas, Dilma Rousseff, présidente écartée du pouvoir au Brésil, va commencer par avoir des réponses au sujet de son avenir politique. Le Sénat brésilien ouvre en effet ce jeudi son procès en destitution. Le Bénin évolue depuis ce mercredi au rythme des obsèques d'un ancien chef de l'État, Émile Derlin Zinsou, président de la République du Dahomey, à la fin des années 60. Ces obsèques, je vous le disais, sont sur le point de se terminer. C'est son inhumation sans conteste qui va clore cet événement ce jeudi. Avant cela, une messe d'enterrement a été célébrée ce matin à l'église Saint-Michel de Cotonou. Messe interdite de couverture pour plusieurs médias par les forces de l'ordre. On ne sait pas encore pour le moment les raisons de cette interdiction. Notre équipe de reportage a quand même pu filmer l'arrivée dans cette église de plusieurs personnalités de la famille du défunt et d'autres personnalités internationales telles l'Ivoirien Charles Konan Banny et l'opposant historique togolais Gilles Christ Olympio. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions que nous avons recueillies au thème de cette messe. D'abord, c'est un souvenir d'humilité, de rigueur et d'une très grande gentillesse. Et je crois que le président a honoré notre famille de son amitié. Il essaie de nous mettre à l'aise. Et une fois, nous étions allés le saluer pour la fête des pères, après lui avoir envoyé des fleurs. Il nous a dit, j'espère que quand je ne serai pas là, vous continuerez à m'envoyer des fleurs. Derlin Zinsou est un homme d'exemple. Il a semé. Et le jour où il est mort, je considère que le grain qui ne meurt pas, qui ne pourrit pas au sol, ne peut pas produire de bons fruits. Et aujourd'hui, nous sommes ses héritiers. Et je considère que nous devons garder ça en souvenir. Il aimait notre pays et il a essayé de faire la promotion de notre pays partout. Je l'ai emmené voir tous les présidents africains et j'ai vu en quels termes il parlait de notre pays, du Dahomey, du Bénin. Souvent, quand il en parlait, il avait même les larmes aux yeux. Il aime cette terre. Il est de la génération de mon père. Ils ont été à l'école ensemble. Et quand je le vois, c'est comme quand je vois mon feu père. Ensuite, c'est un homme d'État avec toute l'expérience nationale et continentale qui va avec. Et donc, c'était toujours un plaisir de lui parler de ces choses-là, de lui parler du continent, des enjeux, des défis qui nous sont proposés. Et donc, ce sont ces souvenirs qui vous traversent quand vous venez aux obsèques de quelqu'un comme le président Zinsou. Vous avez vu la pluie qu'il y a eu ce matin. C'est ça qui caractérise les grands hommes de paix, les hommes qui ont un bon esprit. Oh, c'est son franc-parler qui a disparu, son intégrité, sa rigueur dans le travail. Aujourd'hui, nous ne retrouvons plus cette rigueur. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois devant cette église même où il venait se recueillir tout en restant dans sa voiture. Et je crois que c'est une chance pour nous jeunes d'être témoins de ce genre d'événement. Nous sommes venus lui dire adieu. C'est douloureux, quel que soit l'âge qu'il a, c'est quand même douloureux de dire adieu à un patriarche. Je souhaite vraiment que la terre lui soit légère et surtout que la jeunesse béninoise puisse s'inspirer du modèle qu'il a été pour que nous puissions construire notre pays. Des obsèques d'Émile Derlin Zinsou, on a également retenu pour vous l'hommage officiel que lui a rendu la nation béninoise, une cérémonie au cours de laquelle le parcours et la personnalité du défunt président ont été mis en évidence. Antoinette Sabo, Denis Marouya. Je sens un grand vide autour de moi et je ne sais pas si véritablement je vais l'oublier un jour. Il est inoubliable pour nous, inoubliable. Une semaine avant ce départ, il a voulu à ce que je vienne le voir. Il m'a appelé, j'étais en mission à l'extérieur. J'ai promis passer le 28 parce que je devrais rentrer au Bénin le 27 juillet. Effectivement, je suis rentrée le 27 juillet. Le 28, je suis allée.
Et après ça, on m'a annoncé tard dans la nuit qu'il est parti. Pour moi, c'est une perte tragique dans ma vie parce qu'il m'a accompagnée à tous les moments. C'était quelqu'un qui était très présent, quelqu'un qui était à l'écoute en permanence, quelqu'un qui avait confiance dans l'avenir. Tous ses petits-enfants étaient constamment accompagnés par lui. Quand on a décidé de créer la Fondation Zinsou, c'est lui qui était à mes côtés. Je lui ai raconté toute l'aventure, c'est lui qui a toujours soutenu, qui a toujours été là. C'est la première fois qu'on va faire sans lui et c'est très dur comme dans toutes les pertes d'un être aimé, d'un être cher. Et en même temps, il a eu une vie merveilleuse, il a eu une vie longue, il a eu une vie de quelqu'un de très bien. Et voilà, je pense que Dieu va prendre soin de lui et que de là où il est, il va continuer de veiller sur nous. Quand j'ai eu l'intention de rentrer en politique, il a été celui qui m'a énormément conseillé, qui a été pour moi un guide, un modèle. Le souvenir que je garde de ce illustre disparu, c'est la rigueur. La rigueur qui donne le sens à tout ce qu'on fait. C'était un grand sage, un grand ami, un grand conseiller. Et aujourd'hui, nous perdons vraiment un grand pilier de notre pays. Que Dieu le bénisse abondamment. Paix à son âme. Et que son départ vers le Seigneur, ainsi que tous les anciens présidents qui l'ont précédé, donne une résurrection à notre pays pour que nous puissions vraiment aller dans l'unité vers le développement, la paix et le développement pour notre pays. C'est un grand homme d'État qui assume ses choix. Le président Zinsou a assumé ses choix. C'est un grand panafricanisme qui s'est converti à la réelle politique. Le sobriquet qu'un certain nombre de gens nous lui donnions, on l'appelait le catalyseur. Le catalyseur, quelqu'un qui a des rapports avec chacun et qui met les uns et les autres en lien, en rassembleur. C'est un catalyseur. Catalyseur inoubliable, vous l'avez compris, les mots ne manquaient pas aux proches de la famille d'Émile Derlin Zinsou pour exprimer leur ressenti à propos des souvenirs qu'ils gardent de ce défunt. On revient maintenant sur le sujet que je vous annonçais, l'hommage officiel rendu par la nation béninoise à Émile Derlin Zinsou, une cérémonie au cours de laquelle le parcours et la personnalité du défunt président ont été mis en évidence. Enveloppé du drapeau de la nation béninoise, la dépouille de feu Émile Derlin Zinsou a reçu ce mercredi les derniers honneurs dignes de son rang d'ancien chef de l'État du Dahomey d'alors, devenu République du Bénin. Le privilège a d'abord été accordé à un ancien ministre du défunt de retracer son parcours. Nous étions 12 ministres du gouvernement en 1968. Les militaires ont fait appel à lui pour sortir le pays au bord de la ruine. Tous les indicateurs, quels qu'ils soient, étaient au rouge. Il lui assignait donc un minimum de 5 ans pour une œuvre colossale de salubrité publique et de redressement national. Lionel Zinsou, porte-parole de la famille, a également rendu hommage aux défunts. Nous voulons vous remercier parce que vous êtes présents aujourd'hui à nos côtés et vous avez été, pour un grand nombre d'entre vous, très souvent présents à ses côtés. Sa foi chrétienne a surmonté les épreuves, elle l'a accompagné dans toute sa vie d'homme privé et dans toute sa vie d'homme public. Vous savez, dans son amour de la patrie, dans sa passion pour l'Afrique, qui fait que toute la sous-région le considérait comme un fils ou comme un père, toute l'Afrique, toute l'Union africaine. Dans tout cela, il y avait comme une dimension de sacré. Vint le tour de l'actuel chef de l'État du Bénin. Patrice Talon mettra l'accent sur la personnalité de son prédécesseur. On retiendra en effet et avec assurance que le président Émile Derlin Zinsou a construit son parcours sur la fondation de convictions assumées et rarement ébranlées. L'audace et la témérité constituent des caractères que l'on attribuerait sans hésiter à l'illustre disparu.
Feu Émile Derlin Zissou fut un homme pour qui la dignité a un sens. La nation béninoise honore son fils parce que celui-ci l'a honoré. En reconnaissance des œuvres qu'il a accomplies pour le développement du Bénin, la dépouille de l'ancien chef d'État a reçu une décoration à titre posthume. L'engagement citoyen de feu président Émile Derlin Zissou lui a permis d'être de ceux à qui la Providence a donné de tenir les rênes de notre pays. À ce titre, il a été reconnu comme grand maître de l'ordre national du Bénin. Avant le départ du corps du défunt pour la suite des cérémonies dans l'intimité familiale, l'ancien chef de l'État, Dr Boni Yayi, et son épouse, les présidents des institutions, les ambassadeurs et d'autres personnalités politiques ont présenté leurs condoléances à la famille éplorée. Voilà pour les obsèques que retient maintenant l'histoire du passage d'Émile Derlin Zissou dans le fauteuil présidentiel dahoméen à la fin des années 60. Quel fut son rôle dans différents événements de l'histoire politique du Dahomey-Bénin? Pour le savoir, nous avons interrogé Pierre Mertinroué, maître de conférence en histoire des universités du CAMES. Émile Derlin Zissou, portrait d'un président, c'est un sujet de Frédéric Serron, James William Baguedi, Antoine Sagbo et Frédéric Fiossi. 28 juillet 2016, 23h30. Dans le silence bruyant de la ville de Cotonou, un homme vient de tirer sa révérence, Émile Derlin Zissou. L'ancien président de la République du Dahomey, devenu bénérin ainsi l'âme à l'âge de 98 ans, après avoir profondément marqué l'histoire d'un pays où il accède aux plus hautes fonctions en 1968. L'armée a organisé en mai 1968 une élection présidentielle à laquelle ont participé un certain nombre de candidats, à l'exception des anciens leaders, c'est-à-dire Hubert Maga, Akwiti et Ahomadebe. On est donc allé chercher un homme neutre, loin du Dahomey de l'époque, à Brazzaville, au Congo. C'était le docteur Adjumoumouni. Il est venu, il a fait la campagne, il a été élu, mais le taux d'abstention était si fort que les militaires ont estimé qu'un président élu dans ces conditions ne pouvait pas rassembler les Dahoméens et réussir la réconciliation qu'ils souhaitaient. Après avoir réfléchi et échangé entre eux, les officiers de l'armée ont donc décidé d'aller chercher le docteur Émile Derlin Zissou et de le nommer président de la République. Il a accepté l'offre, mais le jour de sa prise de fonction, il a annoncé, sans avoir au préalable averti les militaires, qu'il allait interroger le peuple souverain à travers un référendum pour savoir si le peuple était d'accord sur le choix des militaires. Ce référendum a été organisé, le peuple a dit oui, et le président Zissou a pu ainsi s'installer dans le fauteuil présidentiel. L'ancien élève de l'école normale William Ponty de Dakar, devenu médecin, mais aussi ancien représentant au Sénat français des indépendants d'outre-mer, aura en 18 mois de présidence laissé un souvenir indélébile dans l'esprit de ses compatriotes. La première chose qui tenait à cœur au président Zissou était affermir l'autorité de l'État. Au plan économique, le président Zissou tenait absolument à être indépendant, notamment vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. Et c'est pour cela qu'il a pris quelques initiatives en nationalisant par exemple les manutentions portuaires, ce qui est aujourd'hui la Sobemap, qui a été Odamap sous lui, avec son ministre Émile Paraíso. Il avait amorcé la nationalisation de la régie des eaux et de l'électricité, ce qui est devenu plus tard la Société béninoise d'électricité et d'eau. Opposant farouche au régime marxiste-léniniste qui a dirigé le Bénin d'octobre 1972 à février 1990, Émile Derlin Zissou est cité dans la tentative de coup d'État militaire conduite par les mercenaires de Bob Denard contre la République populaire du Bénin le 16 janvier 1977. 1977 n'est pas venu comme ça par hasard. Souvenez-vous que le 30 novembre 1974, à Goho, les militaires ont décidé d'adopter le marxisme-léninisme comme guide philosophique de leur gouvernement.
Et dans un pays comme le nôtre où la croyance en Dieu est quotidienne et partout, eh bien, quelques personnalités n'ont pas digéré ce choix. Et à partir de cette date, les uns et les autres imaginaient toutes sortes de solutions pour sortir de ce carcan. Alors, il y a eu évidemment, janvier 1975, le coup d'État qui a été maté avec les conséquences que nous savons. Et janvier 1977, l'arrivée des mercenaires a été voulue pour mettre fin à cette expérience marxiste. Lui, Zinsou n'était pas dans l'avion. Mais des gens comme Gratien Pognon étaient dans l'avion et Gratien Pognon a lui aussi fait le témoignage. Le président Zinsou n'a pas caché qu'il était informé, qu'il était mêlé et qu'il a participé à l'organisation de ça pour le but que je vous ai défini. Revenu au Bénin à l'occurrence de la Conférence nationale des forces vives de 1990, dont procède le régime démocratique en cours depuis lors, le docteur Zinsou Derlin était devenu un véritable médiateur dans les nombreuses crises politiques qui ont touché le pays ces dernières années. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur Émile Derlin. Zinsou, autre actualité, le Conseil des ministres, les membres du gouvernement Talon tenaient ce mercredi leur réunion hebdomadaire après un congé de quelques jours. Suivez les principales décisions prises au cours de cette réunion dans cet extrait du point de presse post-Conseil des ministres. Le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines à l'effet de prendre ou de faire prendre par les organes de direction et d'administration de la société les dispositions nécessaires en vue de poursuivre l'effort d'assainissement des finances de l'entreprise, l'effort de maîtrise des charges et l'effort d'amélioration des prestations à la clientèle. La participation des troupes militaires aux opérations de soutien à la paix sur les théâtres extérieurs requiert une formation de pré-déploiement. Cette formation était abritée par le centre de formation militaire de Bembereke et pour des raisons d'efficacité, un deuxième centre de formation a été activé au camp militaire de Cana. Le thème central de la 4e édition des Journées béninoises de l'évaluation s'intitule « L'utilisation des résultats de l'évaluation pour changer les conditions de vie des populations ». Le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 5 au 7 septembre 2016 de ce forum de haut niveau sur l'évaluation au Bénin en relation avec les partenaires au développement. Le Conseil a autorisé l'organisation conjointe par la Conférence épiscopale du Bénin et par l'Église méthodiste du Bénin de la rencontre internationale des jeunes à Cotonou du 31 août au 4 septembre 2016. Cette rencontre de brassage et de partage d'expériences connaîtra la participation de 6 000 jeunes béninois et de 2 000 jeunes venant des pays de l'Afrique de l'Ouest et de partout ailleurs. Le thème de cette rencontre internationale porte sur « Ensemble, chercher des chemins d'espérance ». Économie, la mise en service du bureau du fret au port de Cotonou serait-elle un marché de dupes conclu par les syndicats portuaires? Le gouvernement béninois, un groupe de transporteurs du Bénin et du Niger pense que oui, cette décision va, selon ses membres, engendrer l'échec des réformes portuaires. Frius Serlan, Cyril Agbo pour le point. L'heure est grave au port autonome de Cotonou, ont clamé ces transporteurs et conducteurs béninois et nigériens réunis ce mercredi 24 août à la Bourse du Travail. Venus très nombreux, ils ont exprimé leur grief contre la gestion peu orthodoxe au port autonome de Cotonou du bureau de fret mis en service récemment. Une initiative qui, selon eux, compromet les chargements au sein du poumon économique du Bénin et ne serait que l'œuvre d'anciens syndicalistes à des fins précises. Ces syndicalistes ont fait croire au gouvernement que la mise en service du bureau de fret
va faciliter les chargements au port de Cotonou. C'est archi faux. Leur stratégie, c'est de bloquer les chargements au port afin de conduire le gouvernement à l'échec dans la mise en œuvre des réformes portuaires. Il dénonce aussi le fait que les principales activités du port autonome de Cotonou reviennent désormais au bureau de fret. Impossible aujourd'hui de charger des camions au port sans passer par eux. Les importateurs ne sont-ils pas libres de confier leurs marchandises à ceux qu'ils veulent? Ils sont à la fois transporteurs, commissionnaires, alors que le transport constitue une activité libérale. Combien vous négociez pour rentrer au port aujourd'hui chez les gars qui dirigent le bureau de fret? C'est de l'argent que vous leur donnez pour que vos camions rentrent. Et là, si on continue comme ça, que va devenir le port de Cotonou? Pour ces transporteurs, ce n'est pas le bureau de fret en tant qu'outil de développement qui gêne, mais le fonctionnement de cette structure qui constitue un handicap pour les activités au port autonome de Cotonou. J'avais des camions qui devaient rentrer au port pour charger. Il fallait l'autorisation de ce bureau de fret pour que les camions rentrent. Mes chers amis, vous savez que ces gars-là ne travaillent pas les dimanches. Ceux-là qui dirigent, ceux-là qui ont le cachet d'autorisation d'entrer au port n'étaient pas là le jour-là. Le bureau de fret là n'était pas là. Cela a fait que mes conteneurs sont tombés en surestarie. Mais qui est celui-là qui m'a payé ce surestarie-là? Et pour finir, c'est la gestion solitaire qui caractérise ce bureau de fret qui a conduit ces transporteurs à interpeller le gouvernement. Les syndicats des Nigériens, ils ont leur place là. Mais posez-leur la question s'ils n'ont jamais siégé là. Ils n'ont jamais siégé. Demandez au port de Cotonou. Le port de Cotonou doit aussi siéger là. Le port de Cotonou n'a jamais siégé. On a dit qu'il y a une place pour les représentants des importateurs. Posez-vous la question s'ils n'ont jamais siégé là. Ils n'ont jamais siégé. Nous demandons au gouvernement de suspendre le bureau de fret. Les regards sont désormais tournés vers le gouvernement de Patrice Talon pour trouver une solution à cette crise qui risque de paralyser le port autonome de Cotonou. À l'étranger, le candidat de l'opposition gabonaise poursuit sa campagne pour tenter de battre Ali Bongo lors de la présidentielle du Gabon du 27 août prochain. Vous allez le voir, entre deux réunions, il confie à la presse l'histoire de son père, un Chinois. La victoire ne peut pas nous échapper. Jean Ping, 73 ans, ce métis sino-gabonais de taille moyenne, candidat de l'opposition à la présidentielle gabonaise, parcourt le pays pour convaincre les électeurs à voter pour lui. Peu charismatique, ses paroles n'ont jamais soulevé des foules. Et pourtant, ses meetings sont de plus en plus suivis depuis le lancement de la campagne électorale le 13 août. Derrière la nonchalance de façade se cache une redoutable intelligence et un fin tacticien. Mon père est parti de Chine dans les années 20. Il est parti de la Chine pour aller en France, pas pour aller en Afrique. Et à cette époque, sa famille lui a dit « Tu vas en France pour 3 ans, riche ou pauvre, tu reviens ». Il a rencontré un autre Chinois qui lui a dit « Allons en Afrique ». Et ils allaient en Afrique pour faire du colportage. C'est-à-dire qu'ils prenaient des bibelots chinois en général en Europe, les vendaient tout le long de l'Afrique dans les bateaux. Alors que le régime d'Ali Bongo essaie de le discréditer par tous les moyens, surtout à travers la révélation de récents scandales présumés de corruption l'impliquant lui ou ses proches, Jean Ping, très proche des milieux d'affaires chinois, se défend et attaque. Toute la forêt gabonaise est entre les mains des Chinois. Et chaque ministre a une affaire avec... Avez-vous appris que je suis là-dedans? Avez-vous appris que j'ai un contrat forestier avec un Chinois? Ce sont la nomenclature, hein, le président de la République lui-même, ses ministres, qui ont chacun sa forêt et chacun son Chinois. Ali est rejeté par toute la population. Sa seule force, c'est de vouloir passer en force, en trichant et en faisant tout ce que vous pouvez imaginer. À travers des paupières presque closes,
perce des yeux vifs qui en disent long sur les ambitions de l'ancien diplomate. S'il a basculé tardivement en 2014 dans l'opposition, comme toute une génération d'anciens caciques du régime Bongo Père, Jean Ping a su écraser la concurrence pour s'imposer en leader. Il a rallié à sa cause deux autres poids lourds de la vie politique, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba, et l'ancien Premier ministre, Kazimi Oyemba. Nous sommes ensemble, c'est quand même considérable. Je crois que dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois que l'opposition arrive à constituer une alliance de ce genre. Alors que certains lui reprochent d'avoir été pendant plus de 20 ans l'un des piliers du régime Bongo, pour Jean Ping, c'est parce qu'il faisait partie du système qu'il est une partie de la solution. Un séisme de magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter a frappé ce mercredi le centre de l'Italie. Selon un dernier bilan, ce tremblement de terre a engendré la mort de 247 personnes. Le séisme a fait aussi 400 blessés. L'heure est à la recherche de survivants au Brésil. Le Sénat ouvre ce jeudi le procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff. Il intervient après que les sénateurs l'ont écartée de la gestion du pays au cours de ce procès où elle compte assurer sa propre défense. Elle sera entendue. Son avocat croit savoir sa ligne de défense. On l'écoute. Nous avons trois interlocuteurs, les sénateurs, la société et l'histoire. C'est la seule manière de prouver que ce processus n'a pas le moindre fondement, que le Brésil est une démocratie très jeune, obtenue avec difficulté pour qu'elle soit décimée de cette façon. Dilma Rousseff parlera de la manière dont elle voit ce procès, de la démocratie brésilienne et des contradictions dans les accusations. Ensuite, elle répondra aux questions des sénateurs. Si la destitution réussit, ce sera un coup d'État commis non pas avec des armes, des tanks, des bombes ou des militaires dans la rue, mais un coup d'État commis par l'éradication de la destitution. Toute destitution illégitime est un coup d'État. Quand on destitue un gouvernement sans base constitutionnelle, on a un coup d'État. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.